Welcome back, everyone. Alors, bienvenue à nouveau. J'espère que vous avez bien profité des séances aujourd'hui. Il y a beaucoup de discussions dans la salle des pas perdus au sujet des sujets qui ont été discutés aujourd'hui. Mais j'aimerais vous présenter Joanne Ryan, VP pour les services conseils philanthropiques à la Banque TD, qui est notre principal parrain pour cette conférence. Alors, veuillez l'accueillir chaleureusement. Merci beaucoup. J'aimerais simplement vous dire qu'il me fait grand plaisir, il nous fait grand plaisir d'être principal parrain. Ça fait déjà plusieurs années que nous sommes parrains auprès de FPC. Moi, je travaille en matière de services financiers pour le capital privé et les services au patrimoine. Je dirige le programme Conseil pour les donateurs. C'est un des véhicules qui croît le plus rapidement au Canada. Nous venons de surpasser ou de dépasser plutôt le demi-milliard de dollars en subventions cette année. Cette conférence est importante pour nous parce que nous travaillons constamment auprès de nos clients et nos donateurs afin de les aider à apprendre ce qu'il en est parce que, bon, ces gens-là sont nouveaux dans le monde de la philanthropie, ce sont des nouveaux donateurs et c'est important qu'ils puissent en apprendre plus long sur le milieu pour qu'ils puissent développer des plans philanthropiques, des programmes qui conviennent à leurs besoins et leurs attentes. J'espère que vous aurez profité de votre première journée. Ce n'est pas terminé. Nous avons un collègue de la Banque TD dans le panel qui va suivre et je sais que la discussion va être passionnante. Et une autre journée nous attend demain aussi. Alors, merci beaucoup et bonne conférence. Merci, Joanne. Non seulement elle est un membre avec Private Giving Foundation, elle est un membre de FPC, mais sans le support de TD, cette conférence ne serait pas possible aujourd'hui. Donc, vraiment un grand merci à TD. Donc, bonjour et bienvenue à notre deuxième séance plénière, tard dans la journée. Je vois qu'il y a encore du monde et de l'énergie dans la salle. Donc, un petit rappel concernant les masques. Donc, surtout dans les plénières, de vous encourager à porter ce masque. La lutte contre le racisme et la discrimination systémique touchant les peuples autochtones, les communautés de couleur, les individus LGBTQ et les femmes soulève des questions incontournables pour la société canadienne. Lors de cette séance, nos invités discuteront comment les organisations philanthropiques peuvent répondre efficacement et quelles nouvelles pratiques et approches semblent prometteuses, surtout depuis la pandémie. And to help us consider this important... Pour nous aider à se pencher sur cette question importante, nous avons un animateur qui est habitué à poser des questions délicates et difficiles aux protagonistes de notre secteur. Je vais avoir un peu de peine à prononcer son nom, Vinod Rajeshekaran. Bon, voilà. C'est lui qui va animer ce panel. Il a remplacé une autre personne à la dernière minute. On avait prévu quelqu'un d'autre, mais cette personne est en deuil. Elle a eu un décès au sein de la famille. Alors, Vinod a accepté de venir jouer ce rôle d'animateur à la dernière minute. Et comme on sait, il a pu brasser la cage à notre secteur en posant des questions difficiles. Alors, Vinod, veuillez vous avancer ici avec les autres membres du panel pour lancer notre discussion. Vinod est le dirigeant et éditeur de Future of Good. Merci Jean-Marc. Bonjour tout le monde. Really excited to be here. Bon, je suis heureux d'être ici. C'est notre dernière plénière pour la journée. Et nous avons des conférenciers et conférencières extraordinaires que je vais vous présenter rapidement. Nous avons Faïs Abouani, qui est le directeur et fondateur de Brick by Brick,
Nadia Duguay, directrice générale à la Fondation Beatty. Roz Lee, VP en philanthropie au Equality Fund. Alicia Rose, vice-présidente associée, Social Impact. Et Zadia Zaman, PDG de la Fondation InSpirit. Merci d'être là avec nous cet après-midi. Cette discussion va être une question de remodeler les récits, si on veut, et changer nos pratiques. Pour lancer le tout, j'aimerais vous parler de ma fille. Je lui raconte des histoires lorsqu'on la couche et j'espère que ça va établir un peu le contexte qui va encourager la discussion. Il y a 6 mois environ, ma fille, qui a 7 ans et demi, et moi-même, on lisait ensemble un livre avant son dodo qui s'appelait Apology for Dinosaur. Et on parlait, bon, de l'époque, l'ère mésozoïque, l'ère des dinosaures, quoi. Et elle a dit, on est dans quelle ère en ce moment, papa? C'est quelle ère? Et j'ai dit, on est entre 2 ères en ce moment, en réalité. Il y a la COVID, l'ère pré-COVID, ou avant la COVID, et maintenant on est en voie de passer à la pré-COVID. Elle me regarde avec un air confus, elle dit, c'est bizarre, ça, j'ai jamais entendu parler de ces ères-là, ils nous ont pas montré ça à l'école. Et elle avait des questions tellement brillantes, pertinentes. Elle a dit, bon, qu'est-ce qui va, de quelle race ou quelle espèce va connaître l'extinction, là? Vous voyez où j'en arrive, là, dans le contexte? Mais cette question, de la part d'une petite fille de 7 ans, cette question reste une des questions capitales à laquelle on doit répondre, nous, en tant que décideurs, en tant qu'agents, acteurs pour le changement. Il y a plusieurs transitions en cours. Et une des choses qui nous obsesse à notre journal numérique, Future of Good, c'est de voir comment nos organisations pourront effectuer la transition de cette ère pré-COVID à l'ère post-COVID. Et qu'est-ce que ça signifie, cette transition? Qu'est-ce que ça comporte? Et si on veut voir une transformation dans la post-COVID, il faut réimaginer les récits qui ont dominé l'époque pré-COVID, surtout comment le changement social peut se produire. Et les récits, c'est une façon importante par laquelle, le pouvoir lié au manque est déterminé, mais ça détermine qui peut être sacrifié et qui est vu comme étant important. Donc, les récits sont très puissants. Nadia, j'aimerais commencer par vous. Votre travail au sein de InSpirit met l'accent sur le changement dans les récits. Quel est le rôle de la philanthropie en matière de changement dans le récit? Voici un récit au sujet de la philanthropie, une anecdote. Qu'est-ce que ça veut dire, la philanthropie? J'ai grandi dans une petite ville à Saskatchewan. On était 1200 personnes. La famille n'avait aucun argent. On a eu un moment où on dépendait de l'assistance sociale. Mes parents ont travaillé très fort. Ma mère, son éducation n'a jamais été reconnue. Elle n'a jamais pu travailler au Canada, donc. Mais sur tous les plans, nous étions des philanthropes, en ce sens que nous nous soucions profondément de beaucoup de choses et on se préoccupait de la communauté qu'on allait éventuellement nous créer autour de nous de diverses façons. Et je ne pense pas que c'est une notion de philanthropie qui est courante, parce que ça peut se manifester dans divers endroits, dans diverses communautés, et aussi dans des communautés raciales, ethniques, religieuses. Et c'est là où nous nous retrouvons. Quand je pense à la philanthropie dans cette salle, je pense qu'on peut penser au grand capital, au fait de donner des fonds, un financement aux communautés. Quelles sont les relations de pouvoir dans ces interactions, ces transactions? Donc, l'histoire de la philanthropie et des récits
a comme point de départ ce questionnement sur la nature même de philanthropie. Mais le pouvoir des récits, on sait que les récits peuvent changer tout. Le résultat définitif d'une guerre, les politiques publiques et même les gens que nous détestons et les gens que nous décidons d'exterminer, d'assassiner. Ce sont des récits que nous nous sommes racontés les uns au sujet des autres et ces récits sont très puissants. Quand je parle d'un changement dans les récits, je ne parle pas d'une histoire particulière ou une série. Non, je parle des modèles mentaux, intellectuels qui façonnent nos opinions et nos croyances profondes au sujet de qui sont les autres. La philanthropie est dans une position très privilégiée, en ce sens que nous avons l'occasion de changer le récit au sujet de qui sont les autres ou qui nous sommes nous. Il y a beaucoup de gens comme nous qui dirigent des fondations au Canada. Et Jihad, de la fondation Laidlaw, je le salue. Il me rappelait la semaine dernière qu'en 2014, il y avait une personne de couleur qui dirigeait une fondation au Canada. Une personne de couleur. Nous pensons qu'il y en a maintenant 9 ou 10 en 2022. Donc, j'aimerais qu'on puisse discuter davantage de ces récits en lançant la discussion avec ce propos. De votre point de vue, qu'est-ce que vous en dites? Bon, les récits. Premièrement, j'aimerais dire que je suis heureux de voir que tout le monde est là, que la salle est pleine. Vers la fin de la journée, des fois, les gens se lassent un peu et quittent. Mais je suis vraiment très heureuse de participer à cette discussion avec mes collègues et avec vous tous et toutes. Je travaille dans le domaine philanthropique depuis plus de 20 ans maintenant. Je suis encore une jeune dans le milieu, une débutante, et mon cahier de notes, c'est toujours la chose qui me rassure le plus. C'est comme une couverture pour un enfant, mais là, je vais le mettre de côté. Mais j'ai un récit pour vous. Lorsque j'ai commencé en philanthropie, il y avait peu de gens qui travaillaient dans le domaine qui me ressemblaient. Peu de gens me ressemblaient dans le domaine. Et surtout avec les gens de travail que j'effectue en ce moment, c'est-à-dire mobiliser des ressources pour soutenir des mouvements féministes à l'échelle mondiale, pour soutenir ces mouvements-là et leur donner plus d'ampleur. Et le Equality Fund, c'est mon travail. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui participe à des mouvements depuis toujours, depuis 17 ans. Mais la philanthropie, c'est quelque chose qui m'occupait bien avant que je travaille. J'allais à l'église et on donnait de l'argent. Et par le biais de ce processus, j'ai appris comment soutenir la justice sociale, les mouvements. Je me suis habitué à discuter d'argent avec les gens. Je me suis habitué à leur demander des fonds. Et je suis devenu à l'aise dans mes relations avec les gens parce que la philanthropie, finalement, c'est ça. C'est de donner, c'est de faire œuvre de bienfaisance, c'est de redonner et de le faire bien, en toute humilité, avec tout le respect et la responsabilité que ça impose. Alors, lorsqu'on intègre ce genre de récit-là dans notre travail au sein du secteur philanthropique, que vous soyez un philanthrope, une personne philanthrope, ou si vous travaillez pour une institution, un organisme, quand vous intégrez la question « pourquoi on donne? Pourquoi on veut trouver des ressources? » À ce moment-là, ça vous permet de vous responsabiliser face à votre propre récit, mais ça vous ouvre aux autres récits qui vous entourent aussi. Merci. Nadia, une question qui provoque un peu. Une des choses que nous avons entendues ce matin, il y avait cette discussion intéressante sur la légitimité de la philanthropie. Et une des choses qui était mentionnée, ce qui ressortait, c'est à quel point est-ce qu'on peut être critique. Une des choses qui alimente le changement dans nos pratiques, qui motive ce changement, c'est la pensée critique et c'est le fait d'investiguer et d'explorer la critique. Donc, ce matin, on se disait, peut-être qu'on critique trop la philanthropie et le milieu. Donc, je vous pose la question.
À quel point est-ce qu'on peut dépasser la mesure en matière de critique et quels sont les risques? Je vais répondre en français, juste le temps que les gens mettent... On va faire un panel en 2 langues. J'avoue que c'est une question qui m'a vraiment beaucoup chamboulée. C'est à quel point, en fait, on a soulevé même un risque de trop critiquer, un risque de désengagement des donateurs et donatrices, un risque de non-engagement pour des personnes qui aimeraient s'engager vers la philanthropie. La question, pour moi, je la rephraserais. Ça serait plutôt à quel point on est incapable, socialement en fait, d'évoluer dans des environnements qui ne confirment pas sans cesse qu'on est les bons et les bonnes de l'histoire. Parce que sinon, pourquoi on n'est pas en mesure, en fait, de saisir que cette critique-là, elle est plus que nécessaire, elle est urgente. On doit être en mesure de s'asseoir dans une possibilité de n'être pas uniquement bon, pas uniquement méchant. On tente le coup, en fait. On est déconstruit social. On est fait nous-mêmes des systèmes qu'on tente de transformer. Ça fait partie de notre travail, en fait, de s'asseoir, de le regarder, de faire des erreurs, de reculer, d'avancer. Et pour moi, ça pose la question de quelle compétence est nécessaire, essentielle et urgente à développer pour faire face aux défis d'aujourd'hui qui sont sociales et environnementales. Et dans ces compétences-là, il y a la compétence de comment donner et recevoir la critique, comment comprendre et nommer à partir de quel point de vue on construit notre pensée, on construit notre réaction aux critiques également. Et donc, être en mesure de faire un pas vers la positionnalité. Et ensuite, comment on fait de quels outils, de quel processus, de quel espace on a besoin pour être en mesure de faire face à cette résistance au changement qui est si forte et qui me semble vraiment quelque chose qu'on doit regarder de près, en fait. Fait que si la critique, elle diminue l'engagement en philanthropie, ce n'est pas la critique qui est un obstacle. C'est notre incapacité, en fait, à l'analyser et à la prendre en compte au quotidien. Fait que je déplacerai un peu ce que j'ai entendu, du moins ce que j'ai cru entendre ce matin. Puis évidemment, cette notion-là de commencer à peut-être penser de façon en dehors de cette dichotomie toujours entre le bon et le... Il faut penser en tension, en fait. Le bon, le mauvais, le trop positif, trop négatif, trop ci, trop ça. On est des êtres complexes et les problèmes qu'on fait face sont éminemment complexes et méritent une pensée complexe pour y faire face. Merci, Nadia. Alicia, there was some very pointed stuff in there. Il y avait des éléments très pointus là-dessus au sujet d'un manque de capacité qui fait en sorte qu'on ne peut pas bien apprécier la critique. Qu'est-ce que vous pensez de ce que Nadia vient de dire? En gros, je suis pleinement d'accord. C'est drôle parce que j'ai eu une discussion avec un collègue tout à l'heure et dans la salle des pas perdus et on parlait de l'importance de la critique, de la réflexion sur soi aussi, et aussi la communauté, comment la communauté nous perçoit. Si on travaille pour une banque, on court toujours le risque d'être complètement absorbé par ce qui se passe à l'interne, d'être penché sur son nombril, si on veut, et puis rester fier du travail qu'on fait. On est fier, mais on sait qu'il y a des lacunes, il y a des manquements, et tout évolue constamment. Il n'y aura jamais une bonne façon de faire les choses, immuable. Rien n'est complètement bon, ni complètement mauvais, comme disait Nadia, mais il n'y a pas une seule façon immuable de faire ce travail au mieux. Il faut constamment se mettre au défi d'améliorer nos façons de faire. Pour revenir à votre question de tout à l'heure au sujet des récits, une partie de ce qu'on fait dans notre travail, c'est d'essayer de réfléchir
sur est-ce qu'on écoute vraiment? On écoute le récit de qui? On est en position... on est en position de pouvoir. Des fois, on peut dicter quel sera le récit. J'ai travaillé dans d'autres contextes, d'autres environnements de travail où on a décidé bonnement ce qu'on voulait prioriser plutôt que d'écouter la communauté, écouter les gens, plutôt que d'essayer de comprendre qu'il y a des gens qui sont dans une situation de pouvoir, de privilège, qui vont vraiment mettre la pression pour qu'on s'oriente d'une certaine façon, qui aidera pas la communauté et qui n'apportera pas les bienfaits qu'on voudrait à la communauté. Mais sans cette réflexion-là, c'est impossible de faire ce travail. Mais aussi, on demande au comité d'effectuer ce travail souvent. Et on veut que la communauté joue le rôle de miroir et on leur demande comment est-ce qu'on pourrait mieux faire notre travail, comment est-ce qu'on pourrait se donner des meilleures pratiques. Mais c'est important de percevoir les gens de la communauté comme participants plutôt que simplement un miroir qui nous reflète et puis qui est un récipiendaire passif, en fin de compte. Mais ça fait depuis toujours qu'on est au courant de ça. On sait que d'écouter la communauté, c'est d'importance capitale. Qu'est-ce qui est différent aujourd'hui? Aussi, vous avez parlé de cette ligne ténue là, entre le fait d'être fier de son travail, de se féliciter soi-même. Mais qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Je pense que ça dépend. Quand on examine la constitution ou l'assortiment, si on veut, de personnes qui travaillent dans ce domaine, quand j'ai commencé en philanthropie, de façon générale, là, on peut dire que j'étais une des rares personnes de couleur et une des seules personnes noires dans le secteur. Mais je ne peux pas parler pour toutes les personnes noires, c'est impossible. Mais j'ai pu faire part d'une expérience vécue dans cette discussion-là. Et au fur et à mesure que j'avance dans ma carrière, je suis encouragé de voir qu'on semble aspirer à un peu plus de diversité parmi les gens qui font notre métier. On n'est pas rendu où on devrait être rendu, mais tout de même. Et aussi, il y a les pressions du monde externe aussi. Dans l'histoire récente, par exemple, il y a eu l'assassinat de George Floyd en 2020. Et il y avait des gens qui n'étaient pas vraiment enclins ou intéressés à écouter puis à changer certaines choses. Même ces gens-là ont dû reconnaître que même si c'était pas ce qu'ils préféraient, c'était quelque chose qui était nécessaire pour continuer à rester en affaires, actif en affaires. Oui, je voulais simplement affirmer, mais je peux en contribuer. Ce que je peux partager, le Fonds Égalité est un fonds mondial féministe. Mais ce qui est unique lors de son démarrage, c'était grâce à une consultation. Non seulement on a besoin des ressources pour appuyer des mouvements féministes, mais comment doit-on livrer ces ressources? Comment ces ressources pourraient être le plus utiles au mouvement? Donc, non seulement il fallait écouter, mais il fallait répondre et il fallait rendre des comptes. Alors, c'est un élément important dont il faut tenir compte. Lors de la première plénière, lorsqu'on a écouté les recherches excellentes et les perspectives, ce qui manquait, à mon avis, était de voir la philanthropie d'un point de vue beaucoup plus large. Et je crois que vous avez déjà entendu des récits qui parlent de notre relation aux dons et à la philanthropie. Pour les collectivités qui ont moins de ressources financières, par exemple, est-ce que ça veut dire qu'elles ne sont pas philanthropiques ou qu'elles n'ont pas quelque chose à redonner à la collectivité? Donc, parfois, il s'agit de recadrer ou de changer la question. Je dirais une dernière chose concernant le Fonds Égalité. Non seulement on fait l'octroi des subventions, on envoie des ressources, notre objectif est de le faire avec souplesse et à la bonne échelle. Et non seulement 1 an ou 2 ans, mais pendant 10 ans, d'avoir cette ambition. Notre
façon de faire n'est pas de faire les choses d'un point de vue de la rareté, mais de présumer qu'il y a abondance. On n'est pas obligé d'en fabriquer, il faut simplement le nommer. Selon nous et notre approche, on ne veut pas accaparer le pouvoir, mais le partager. On veut partir à la recherche des ressources pour faire du bien et créer des places autour de la table pour qu'on ne soit pas les seuls autour de la table. Parce que au sein de la philanthropie, on réussit très bien avec nos initiatives, mais après, on met fin aux initiatives et on passe à la prochaine initiative. Et autre chose, lors des sessions ou dans les corridors, j'ai entendu, on n'aborde pas toujours l'éléphant dans la pièce. Et souvent, il s'agit des choses comme la race ou le statut ethnique ou l'orientation sexuelle et l'identité sexuelle. Si quelqu'un soulève le sujet, par exemple, si j'étais dans l'auditoire et j'ai dit, ou j'annonce, comme j'ai entendu quelqu'un d'autre le faire plus tôt aujourd'hui, l'importance de la race et le fait qu'on ne parle pas de race, souvent, la réaction, c'est le silence. Et c'est non... En fait, ce silence n'est pas là parce que les gens ne veulent pas aborder le sujet, parce qu'ils sont mal à l'aise. Oui, c'est le cas pour certains. Et souvent, oui, ça crée un inconfort. Mais la raison est parce que ça... En fait, le sujet n'a pas été intégré dans nos discussions depuis le départ. Quand on fait bien les choses, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un dans l'auditoire qui soulève la question du genre ou de la race. On part de ce sujet. C'est notre point de départ. Et j'aimerais ajouter quelque chose. Cette discussion comporte beaucoup de complexité autour de la race. Et le secteur est très nerveux quant à ce sujet. Je crois qu'on est plusieurs à avoir eu cette expérience. Ce n'est pas une surprise pour personne ici. Et je dirais également que lorsqu'on parle du pouvoir, ça réside au niveau du conseil d'administration. Sans le pouvoir, il est difficile de faire les autres étapes. Donc, atteindre le bon équilibre entre exercer son autorité et faire valoir son pouvoir. Et quand on compare le mode traditionnel du pouvoir, c'est vraiment un art de trouver cet équilibre. Et chacun doit le faire dans son rôle respectif. Une chose sur laquelle je n'ai pas entendu beaucoup de discussions concernant le récit de la philanthropie, c'est la compétence culturelle qui découle des conseils d'administration qui sont étroitement connectés aux collectivités qui sont très diversifiées et qui détiennent beaucoup d'expertise parce que la représentation sans le reste est garant d'un échec. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'expertise. C'est à nous de trouver l'expertise. Et mon CA, sur 11 administrateurs, en fait, 10 des 11 administrateurs ne sont pas blancs. Ce que ça veut dire, c'est que l'expertise autour de la table est incroyable et abondante et on a aussi des compétences culturelles. De nos jours, au sein de la philanthropie au Canada, c'est un ensemble de compétences primordiales. Et ce que ça veut dire, c'est que ce CA ne se cache pas des questions de race ou de violence. Non, ils n'ont pas peur de ces sujets. Si quelqu'un dit « Ah, un tel a été insulté, donc on devrait faire X, Y, Z », eh bien, ils posent la question « Pourquoi? » Ce sont des discussions difficiles. Si quelqu'un est contrarié, on doit en parler. Mais la réponse est une conversation. Et pour ce faire, il faut des compétences culturelles. Pourtant, c'est quelque chose qu'on trouve rarement au sein des CA. Quelques collègues en ont parlé au cours des derniers jours. Ça fait partie des défis qu'on rencontre au sein de nos CA.
Si on n'a pas ces compétences sur le CA de nos jours, en fait, c'est presque impossible à croire de nos jours, étant donné tout ce qui se passe autour du monde. Et c'est aussi important dans la manière dont on se sert de notre pouvoir et le pouvoir détenu par les CA traditionnellement. Un conseil qui est compétent sur le plan des compétences culturelles et qui a du vécu très diversifié autour de la table, a la capacité de traiter de ces questions. L'élément fiduciaire, c'est très facile. On peut tout faire en 1 heure. Ce n'est vraiment pas difficile. Arrêtons de dire que c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Nous pouvons tous et toutes le faire. Nous sommes payés pour faire ce travail. De dire que c'est difficile, bon, selon moi, en fait, c'est même insultant à plusieurs égards. Des discussions plus difficiles ont lieu dans cet espace culturel. Les CA doivent traiter de ces questions de plus en plus. Et donc, il faut un CA avec des compétences très précises. J'aimerais faire suite à ça, Sadia. Mais pourquoi le secteur est mal à l'aise avec ces discussions sur le genre et la race? Est-ce que c'est une question de manque de compétences culturelles ou c'est autre chose? Je ne sais pas parce que je proviens de l'extérieur du secteur et j'occupe ce rôle depuis 4 ans, mais je suis vraiment étonnée de le voir. C'est peut-être parce que j'ai voyagé à bien des endroits et j'étais journaliste et j'ai couvert bien des sujets, mais il y a des choses difficiles qui surviennent et les gens se proposent pour parler de l'enjeu, mais on nomme les éléments qu'on veut aborder. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à cette question. J'aimerais dire oui, mais je crois que c'est peut-être la culture de la philanthropie au Canada. Et c'est Joanna Kerr qui a dit plus tôt aujourd'hui que la culture mange de la stratégie le matin. Donc, c'est l'une des premières choses qu'on nous apprend. La culture est beaucoup plus difficile. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? J'aimerais ajouter d'autres choses. Il y a un peu de réticence au sein du secteur parce que le secteur est très confortable. La position actuelle est très confortable. Il y a des modèles de hiérarchie, des modèles de pouvoir. Et en fait, il n'existe pas beaucoup d'incitatifs ou de motivation à changer. Au niveau organisationnel, oui, ou individuel, oui, mais au niveau systémique ou sectoriel, on se tourne vers des gens pour qu'ils relâchent le pouvoir et de créer de l'espace. Et on voit qu'il n'y a pas beaucoup de désir de relâcher ce pouvoir. Donc, je ne sais pas si c'est seulement ce secteur-ci qui est touché, mais je le vois à maintes reprises, surtout quand on regarde les CA et on regarde les gens qui sont en position de gouvernance. Et quand on regarde le type de partis intéressés dans le secteur, d'où viendrait cette motivation selon vous? Eh bien, peut-être que quelqu'un d'autre pourrait répondre à cette question-là. Bien, je suis contente de l'avoir entendu de vous parce que c'est peut-être la seule chose qui a été dite et que je ne comprends pas. Le fait de ne pas être motivé à changer chaque jour, parce que chaque jour, je voulais changer le monde. Alors, c'est fascinant comme sujet. Comment faire les choses que Nadia mentionnait? Par exemple, les choses que les gens du secteur font, c'est-à-dire qu'ils se tournent vers l'intérieur pour trouver ce qui vous anime, ce qui vous passionne, d'où vient
ces sentiments. Je crois qu'il y a beaucoup de travail personnel à faire. Lorsque je veux faire du travail sur moi-même, par exemple lors d'un conflit avec quelqu'un, et moi j'occupe le poste la position de pouvoir, eh bien je travaille avec l'autre personne. C'est très difficile parce que j'ai toujours l'impression que l'autre ne me comprend pas et qu'on exerce beaucoup de pression sur nous. Mais ce que je dis, c'est j'ai l'impression que les bénéficiaires, moi je viens d'un organisme qui est financé par BIATI, mais ce genre de discussions sont différentes pour vous que pour moi. Mais d'après mon expérience, lorsque je travaille avec mes bénéficiaires, mais je ne les appelle que bénéficiaires et demandes de subventions. Moi, je dis à mes organisateurs communautaires quelque chose de très différent par rapport à ce que je dis aux bailleurs de fonds. Nous n'aidons pas des gens parce qu'on ne veut pas donner l'impression aux gens avec qui on travaille, ce que vous appelez des partenaires, l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. On veut que les gens avec qui on travaille aient l'impression d'avoir les solutions eux-mêmes parce que c'est eux qui ont le vécu. C'est eux qui sont les plus près de leurs ancêtres, les plus près du territoire. C'est eux qui font de la philanthropie différemment. Moi, où j'ai grandi, au sein de ma mosquée, on avait des bénévoles avec des uniformes et c'était très sérieux. Et tout le monde participait, non seulement ceux et celles qui étaient riches. Et si moi, j'étais philanthrope, je voudrais apprendre des gens à qui je donne de l'argent parce que je suis dans une position de pouvoir dans ce cas, mais je ne suis pas forcément dans une relation d'autorité. En fait, au contraire, je trouve que l'autre a plus d'autorité parce qu'il a survécu aux circonstances très difficiles. Donc, c'est eux qui ont les solutions, mais nous ne parlons pas le même langage. Donc, je crois que ça vaut la peine de développer un langage partagé. Souvent, lorsqu'il y a de la tension dans une pièce, c'est parce que les gens utilisent certains mots, mais entendent différentes choses. Et c'est ça qu'on essaie de démêler ici. Je ne sais pas si c'est logique pour vous. Pour moi, oui. Oui, tout à fait. Et Ross, j'aimerais vous demander, bon, ce changement de code dont Ross parle, en fait, vous avez parlé des demandes, plutôt de Saïd. En fait, est-ce que tout ce qu'il a dit s'ajoute à l'inconfort dont Alicia a parlé? Bon, j'ai peut-être une perspective un peu différente. Je crois que nous devons être à l'aise avec l'inconfort. Ce que je veux dire par là, j'ai rencontré des gens ici. Et au fil des ans, en philanthropie, j'ai rencontré des gens qui proviennent des mouvements ou des collectivités qui cherchent des changements sociaux de fond. Ma première campagne d'organisation, j'étais une adolescente, j'étais sur le campus et je travaillais sur la question d'investir ou de définancer l'apartheid. Donc, je savais que il y avait certaines leçons que je pouvais contribuer et j'avais des choses à apprendre. Et je n'ai jamais arrêté d'apprendre. Je n'ai jamais atteint une étape où je me dis « Ah, j'ai tout compris, c'est fini d'apprendre ». Et Alicia en a parlé, et elle a parlé de ce niveau de confort. On apprend des choses en cours de route et parfois on trouve des solutions qui fonctionnent bien. Mais si on s'arrête là, eh bien, le domaine ne change pas, on n'évolue pas et nous ne rendons pas des comptes en raison des circonstances qui changent. Et j'ai aussi fait partie de plusieurs initiatives de collaboration. Alors, ce qui me rend honnête, ce qui me garde honnête et modeste, c'est le fait d'avoir des liens avec beaucoup de partenaires, avec beaucoup d'expérience. Au sein de la philanthropie, il faut être intergénérationnel. Il faut penser aux tables de leadership
comme étant beaucoup plus que seulement l'agent responsable ou le fiduciaire. Tout le monde a sa part de responsabilité. Il y a un lien entre chacun de ces éléments. Nous avons chacun certains privilèges, mais nous avons aussi la capacité de poser des bonnes questions ou parfois de même changer la question. Je vous raconte une anecdote. On a parlé de George Floyd. En fait, j'habite à New York City. Donc, j'ai déjà fait partie de beaucoup de travail axé sur le changement social. Et c'est une période très emballante pour le changement. Oui, c'est une période difficile, mais il y a toujours des occasions dans ces périodes difficiles. Des gens me demandent, dans mon domaine et dans la philanthropie, on dirait qu'on fait face à des problèmes impossibles à résoudre. On a l'impression qu'on ne peut pas les résoudre. On n'a pas assez d'argent pour faire changer les choses. Ou comment je peux faire pour être un allié? Ou qu'est-ce que je peux faire si je ne fais pas partie de cette communauté en particulier? Et j'ai dit, écoutez, vous devez faire votre propre travail un peu. Vous devez vous renseigner et apprendre, mais j'ai une différente question. Je ne pose pas la question à quoi ressemble l'injustice raciale. Je pose la question à quoi ressemble l'injustice raciale. Je ne demande pas aux personnes qui ont des points de vue racistes de changer. Je leur demande de m'aider à comprendre pourquoi ils croient que leurs points de vue sont la solution. Et je vous dis, ça change la dynamique instantanément. Et j'ai des très bonnes réponses par rapport à la justice sociale, mais eux, ils n'ont pas de très bonnes réponses. Nadia. Là, c'est parti vers un ailleurs. En fait, je voulais intervenir après parce que je prends tout le temps du temps avant d'intervenir, le temps que... Oui, j'avais envie de donner des exemples un peu comme Faiz a dit, parce qu'il y a 5 mois, je n'étais pas en philanthropie. Je viens de faire le passage en philanthropie et j'étais dans le milieu des OBNL. Et je me suis déjà retrouvée avec le même projet, 4 façons de le présenter. Même pas la même lecture. Donc, l'échelle de profondeur de lecture des enjeux sociaux dépendait du bailleur de fonds. Le langage dépend du bailleur de fonds. À un moment donné, tu comprends rapidement. Tu comprends que si c'est quel level gouvernemental, quel type de philanthropie, puis tu comprends que, justement, il faut utiliser bénéficiaires ou nous allons empower, nous allons... Mais tu sais, jamais on utiliserait ça à l'interne. Mais sinon, il n'y a pas moyen de... Et c'est là où on parle beaucoup de confiance, mais on parle très peu de... Mais si on doit aujourd'hui parler de confiance, c'est peut-être qu'il y avait une méfiance qui régnait là, à la base. Et elle est faite de quoi, cette méfiance-là? Où est-ce qu'on a pris pour acquis qu'on savait mieux que... qu'on pouvait effectivement faire mieux les choses? Et en préparation, on m'a demandé justement, là, vu que tu viens juste de rentrer en philanthropie, puis là, tout d'un coup, tu es là de l'intérieur, tu sais, ça serait quoi les 2 choses au départ? Là, Puis je pense qu'il y a 2 prétentions ou 2 présomptions, en fait, qui me semblent fondamentales. La présomption de savoir et de savoir mieux, et la présomption d'être égal. Je veux dire, les rapports de force sont là, ils sont clairs, ils sont là. On l'a nommé en préparation même d'aujourd'hui. Tu sais, je veux dire, pourquoi c'est si difficile de dire « je ne connais pas ». Je ne sais pas. Et nous ne sommes pas égaux. Nous sommes dans une société qui n'est pas construite selon un modèle d'égalité. Donc, de soi, prenons le temps de nommer, de s'arrêter, de faire silence un peu et de voir qu'est-ce qu'on fait. Une fois qu'on sait tout ça, une fois qu'on a été honnête, le plus honnête possible, comment ça change tout le reste de la conversation, en fait. Parce qu'une fois qu'on reconnaît l'insuffisance de notre point de vue, et la suffisance de notre pouvoir, on change le paradigme qui vient avec, on change le narratif qui vient avec. Puis je pense, ou du moins on peut tenter de le faire. Ça ne veut pas dire qu'on le change
en un claquement de doigts, mais on est au moins dans un processus pour le faire petit à petit. Et ma dernière petite chose quand même sur la question de pourquoi c'est si difficile de nommer de façon claire la question de genre, la question de race. Je veux dire, les questions identitaires sont quand même fondamentalement une condition à l'accumulation de richesses. Et ça me semble quelque chose qu'il faut nommer à un moment donné. L'accumulation de pouvoir et l'accumulation de richesses, elle est fondée sur les questions identitaires. Et une fois qu'on parle de redistribution, on n'arrive plus à le nommer. Mais là, peut-être qu'on pourrait déjà nommer celle qui est à l'origine, en fait, de ce qu'on doit redistribuer. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Just as a follow-up. Mais pour faire suite à ça, Nadia, oui, à tout ce que vous avez dit, et pour revenir à ce qu'Alicia disait, il y a ce dilemme autour de la motivation. Donc, il y a un écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Il faut savoir, oui, il faut faire, mais il y a aussi la motivation qui se trouve entre les deux. Alors, je suis curieux. Comment on fait pour surmonter ce dilemme de motivation en tant que bailleur de fonds? On n'est pas obligé de commencer par vous. On peut commencer par Sadia. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas compris parce que mon appareil de traduction ne fonctionne pas, mais je crois que j'ai bien compris d'après votre langage corporel. Bon, le dilemme autour de la motivation est intéressant parce que j'ai l'impression que nous sommes très opaques dans notre secteur. On a beaucoup de langage sophistiqué et tout est grandiose et axé sur l'aspiration. Mais n'est-il pas la meilleure façon de cacher l'inaction? Parce que c'est si vaste et les problèmes sont d'une si grande ampleur. Donc, ce sont des problèmes très graves et à long terme, et nous le comprenons bien. Alors, souvent, en fait, la plupart des gens comprennent que ça prend beaucoup de temps, parfois des générations, afin de changer les choses. Mais il faut faire quelque chose, n'est-ce pas? Il faut passer à l'action, c'est ça. Il faut faire quelque chose, il faut commencer quelque part. Il faut connaître l'échec. Il faut ensuite réussir. Il faut apprendre en cours de route. Et on espère, grâce à un peu de sagesse et grâce à beaucoup de rétroaction avec tout le monde avec qui on travaille, on apprend. Nous avons une évaluation d'une tiers et c'est quelqu'un qui parle à tous nos bénéficiaires et nous donne de la rétroaction parce qu'on essaie de se débarrasser de cette dynamique de pouvoir. De cette façon, les bénéficiaires peuvent dire librement ce qu'ils veulent. Et c'est une manière de rendre des comptes. Mais on peut être ouvert à différentes façons de faire. Certaines des rétroactions qu'on reçoit est qu'on passe à l'action. C'est vraiment simple comme notion, mais on nous a dit, ah, vous faites quelque chose. Vous ne faites pas que parler, vous faites quelque chose. Donc, quand je pense à la motivation, je crois que tout le monde dans cette salle veut faire du bien. Tout le monde veut profondément changer le monde. Nous ne sommes pas si fragiles. Cette critique ne nous insultera pas. Si quelqu'un dit « Ah, vous faites fausse route », est-ce qu'on est si fragile que un tel commentaire va nous écraser? On ne peut pas se remettre? Mais non. Étant donné les ressources que nous avons dans le secteur, étant donné le fait que bien des gens dans cette salle ne perdront pas leur emploi s'ils font une erreur, eh bien, les chances sont bonnes que... en fait, il y a beaucoup de privilèges, oui, mais des fois, il y a beaucoup de... Ah, il faut faire ci et ça. Et à un moment donné, il faut simplement passer à l'action. Et la motivation, ça naît souvent d'une peur. Et ça fait peut-être partie de mon histoire à moi, mais je sais que moi, je n'ai pas tellement peur des choses. C'est pas si facile de me faire peur. Alors, c'est quelque chose qui m'a un petit peu caractérisé, même depuis que je suis une petite fille. Donc, il y a une
part de moi qui est comme ça. Mais il y a aussi un conseil qui, lui, encourage à faire des choses. Donc, passe à l'action, ne nous contenterons pas de parler, essayons des choses. Et lorsque les choses se mettent en place, il peut être facile de se faire écraser par la dimension aspiration. Je vais prendre un petit virage à gauche ici, si vous voulez. Je pense que nous devons continuer de reconnaître que lorsque nous voyons ces terribles problèmes et ces énormes aspirations que nous avons, c'est pas la philanthropie qui va régler ça. La philanthropie par elle-même, je pense, bon, tout le monde ici fait du beau travail. Bon, Johan, en fait, tout le monde, les gens qui sont à la table. Mais c'est pas eux qui vont régler les gros problèmes. Si nous continuons à faire des dons aux communautés noires au Canada, si ces communautés n'ont pas accès à des prêts, à des logements, à du financement à travers les banques, écoutez, nous sommes donc, je ne parle pas au nom des grandes sociétés ici, mais je pense qu'il faut bien reconnaître que très souvent la motivation est liée à la peur. Parfois, elle est liée au fait de se sentir dépassé, mais aussi il faut voir qu'est-ce que nous avons le pouvoir de vraiment corriger à travers la simple philanthropie. Et je pense qu'il faut souligner l'importance du partenariat pour pouvoir s'attaquer à ces énormes problèmes. Et peut-être en faire une aspiration pour notre motivation à venir. J'aimerais poser une question suivie. Vous pouvez poser la question que vous voulez, c'est vous l'animateur. Notre équipe éditoriale a examiné donc les différents problèmes en particulier, donc les dons qui ont été faits à l'occasion du meurtre de George Floyd, de tout le mouvement, donc Black Lives Matter, mais il faut peut-être poser la question, comment ça s'est passé tout ça et qu'est-ce que vous avez entendu de ces organisations communautaires? Et on a dit, au fond, on a simplement fait les gestes qu'il fallait. Et je suis curieux de savoir de votre point de vue, faites-nous voir un peu ce que vit votre équipe et les tensions que vous devez affronter pour faire le travail que vous faites. Je vais vous raconter ma propre histoire. Quand j'ai commencé à travailler à la Banque TD il y a 5 ans, donc au niveau des subventions, et je dirais qu'il y a eu beaucoup d'excellent travail qui s'est fait par TD pour développer des relations avec les collectivités, pour travailler en partenariat, pour comprendre les problèmes vécus, comment est-ce que nous pouvons travailler avec vous. Mais je pense qu'après le meurtre de George Floyd, le désir de vraiment comprendre certains de ces problèmes systémiques et les causes profondes a augmenté. On souhaitait davantage comprendre. Et ce que je regrette, c'est qu'il faut un meurtre sur vidéo pour que ces conversations commencent. Mais ce que je peux apprécier, c'est qu'au moins le désir de comprendre était authentique. C'est où sont les failles, qu'est-ce que nous pourrions faire autrement. Et pour revenir à ce que je disais, il y avait un véritable intérêt pour voir comment aller au-delà de notre façon traditionnelle de faire la philanthropie. Bien sûr, nous pouvons créer donc différents fonds et saisir d'autres occasions pour être en contact avec les communautés, mais comment donner un véritable pouvoir économique aux gens, parce que c'est une question de pouvoir. La banque a du pouvoir. Comment apporter et faire porter ce problème sur ce pouvoir sur ces problèmes complexes. Alors, ce sont des conversations que nous avons pratiquement tous les jours sur la façon de mieux faire tout ça.
Mais je dirais que c'est encourageant de se trouver dans un milieu où au moins on reconnaît les failles. Ça ne suffit pas de dire « il y a eu un accident, nous allons faire un don à tel groupe ». Non, la question c'est qu'est-ce qui se passe ici? Quelle est la diversité dans notre propre direction? Qu'est-ce que nous faisons pour nous attaquer aux problèmes fondamentaux ici? Est-ce que nous faisons des dons à des organisations qui ont des conseils d'administration qui reflètent les communautés qu'elles veulent servir? Donc, on a eu le désir d'avoir ces conversations plus difficiles et je ne dirais certainement pas que... Bon, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de frontières à faire reculer, mais la porte est ouverte et ça, c'est encourageant. Comment vous sentez-vous quand vous êtes dans une même salle avec des bailleurs de fonds? Donc, vous avez dit donc il y a une question de pouvoir, mais est-ce que votre pouvoir est perçu quand vous êtes dans la même salle que les bailleurs de fonds? Bien, je suis heureux de parler après Alicia de nouveau, parce que beaucoup de ce que vous dites trouve un écho au niveau organisationnel. Oui, il y a beaucoup de travail à faire donc à l'interne, comme je l'ai dit, mais aussi, vous travaillez pour une banque. Et une chose que je vis de façon conflictuelle moi-même, c'est que d'un côté, il y a tellement de ressources qui sont représentées ici, il y a un tel potentiel de changement, et en un sens, c'est pratiquement illimité. Parce que le secteur philanthropique est comme un rejeton du secteur privé, du monde capitaliste, enfin, quelle que soit la façon dont vous voulez l'appeler, ou même du système fiscal. Alors, la véritable question, c'est d'où viennent ces ressources? Est-ce que mon désir, c'est d'avoir un tel succès que je peux obtenir autant d'argent que je le peux de différentes fondations, ou d'en arriver au point où je pourrais moi-même faire en sorte que notre propre organisation devienne une organisation philanthropique qui pourra financer d'autres groupes qui font de l'excellent travail sur le terrain? Ou alors, est-ce que je veux essayer de tirer parti du talent, de la beauté, des valeurs, de la diversité, de la manière d'être de ma communauté pour bâtir de la richesse à l'intérieur de la communauté au lieu d'être obligé de me tourner vers des organisations philanthropiques pour être appuyé? Mais c'est le genre de question donc, que je me pose constamment parce que si vous vous demandez donc d'où vient l'argent des organisations philanthropiques, ça ne vient pas toujours de grandes entreprises qui font un travail strictement éthique. Bon, TD est formidable, sans doute, parce que quand j'étais petit, moi, j'allais à la parade, au défilé de la fierté gay, par exemple, et à différentes manifestations de la diversité, et TD était là, donc. Ce qui n'est pas le cas d'autres sociétés. Mais aujourd'hui, donc, moi, je travaille pour le logement social dans un quartier qui vit une gentrification spectaculaire et beaucoup de mes voisins sont condamnés parce que les gens achètent des propriétés, alors parce qu'ils veulent être proches du secteur technologique où l'Université de Montréal a construit un pavillon. Encore une fois, donc, ce n'est rien de personnel, mais vous parlez donc, si vous pensez aux spécialiste de l'immobilier. Oh oui, elle est formidable, elle est formidable. Mais vous savez, donc, ces spéculateurs immobiliers, l'université, le secteur technologique, donc, font du développement immobilier en obtenant des emprunts à taux préférentiels parce qu'ils ont, évidemment, des avantages qu'ils reçoivent de gens comme la TD. Alors, comment pouvons-nous regrouper nos ressources, nos infrastructures et nos
économies. Et certainement que le partenariat avec la philanthropie peut se faire de bien des façons différentes. Mais en fin de compte, l'objectif, ce n'est pas d'être l'organisation la plus charitable. Non, non, c'est d'être bien au-delà de tout ça. Alors, nous allons peut-être sonder notre public ici avant. Après quoi, j'aurai une question pour vous, Nadia. Combien d'entre vous ont vu ces affiches dans votre quartier? Bon, peut-être dans un parc ou dans la fenêtre de quelqu'un. Merci aux travailleurs de première ligne. Merci aux travailleurs de première ligne. Donc, 95% de la salle. Comment se fait-il que les organisations de première ligne et les travailleurs de première ligne sont devenus aussi visibles? Nous parlons de l'urgence, de la pensée critique et des compétences que cela demande, Nadia. Et on a parlé de la critique ce matin, mais en mettant au premier plan les organisations de première ligne, qu'est-ce qui arrive lorsque nous écoutons, lorsque nous comprenons les compétences et le savoir de la première ligne? Quelle sorte de changement? Ben, ça change tout. Je donne le temps encore. Troisième fois. C'est drôle, je ne m'attendais pas à la question. Et en fait, non. J'ai l'impression que ça change l'ensemble des critères, en fait, l'ensemble de la définition. Et si on écoute pour vrai, on les supporte sans même leur demander, en fait. Sans même leur demander qu'est-ce qu'ils vont réaliser. Puis on observe et on est avec eux sur le terrain. Et il y a quelque chose de très... en soi, le travail qu'on demande au frontline est si gigantesque, juste pour nous expliquer qu'est-ce qu'ils font et comment bien ils le font et comment ça rentre dans même les terminologies que nous, on veut qu'ils utilisent, que eux, que ça devient même insane. Et même lorsqu'on dit qu'on est à l'écoute, par les pratiques qu'on met ensuite en place, mais ça prouve qu'on n'est pas vraiment dans l'écoute. Et c'est là où, quand même, on peut quand même... On s'était promis de nommer des bonnes pratiques là, pour comme, avoir plein d'espoir aujourd'hui, mais les pratiques sans même reddition de compte qui viennent directement être une preuve d'une écoute pleine et entière. Et, oui, bref. Sorry, Lucia? No, please. I did. Okay. I'm good. Ross, did you want to weigh in? Voulez-vous réagir à cette question? Oui, de fait, oui. Alors, une des choses dont nous avons parlé quand nous avons préparé ce panel, c'était l'idée de ce que ça signifie que d'être en première ligne. Et c'est vrai qu'au fond, Égalité, nous finançons des organisations qui travaillent en première ligne du changement social et nous mettons l'accent sur le sud, l'hémisphère sud. Et je dirais que généralement, lorsque les personnes dont la vie bénéficiera le plus de conditions de vie améliorées, bien, lorsque ça arrive, c'est bon pour nous tous, nous toutes. Si vous êtes convaincus de ça, bon, nous n'avons pas des bénéficiaires, nous avons des partenaires. Hein. Nous leur faisons donc des dons ou des subventions, mais ils sont nos partenaires parce que les changements qu'ils vont réaliser bénéficient à toute la société. Et aux États-Unis, au moins certains d'entre nous vont dire aux États-Unis, je ne voudrais pas parler au nom de tous les États-Unis, certainement. En tout cas, certainement pas devant mes collègues canadiens. Mais nous aimons dire que la révolution ne sera pas subventionnée. Et
c'est particulièrement vrai. Moi, je travaille pour un fonds. Le fonds Égalité est un fonds récent. Nous avons à peine plus de 3 ans. Alors, nous avons notre histoire à nous d'avoir remporté un appel d'offres de 300 millions de dollars du gouvernement canadien pour financer et subventionner le mouvement féministe. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'être une femme ou une fille ou une personne non binaire pour pouvoir vous identifier comme féministe. Et en particulier, si la définition de cela, c'est que nous nous permettons de faire les choses autrement. Ce qui est bien le cas, parce que la façon dont les choses sont maintenant, eh bien, ça n'est pas équitable, ça n'est pas assez juste et ça n'est pas égal. Et quand vous pensez au genre de partenariat qu'il faut développer, quand vous travaillez dans cette perspective, quand vous ne laissez pas tomber d'autres secteurs. La philanthropie, écoutez, c'est une petite quantité d'argent. Toute la philanthropie organisée dans le monde, parce que vous m'avez entendu dire qu'on peut faire de la philanthropie de toutes sortes de façons. Mais si nous pensons à la philanthropie institutionnelle, ça n'est pas tant d'argent, après tout, dans l'échelle réelle des choses. Les États ont des responsabilités et nous devons leur demander des comptes. Ils ont la responsabilité de notre mieux-être comme communauté, comme société. Et quelqu'un l'a dit dans une séance antérieure, la philanthropie est un outil parmi d'autres dans la boîte à outils pour faciliter certaines choses, mais certainement pas pour faire le grand virage qu'il faut prendre pour que tout le monde... Bon, les gens parlent d'échec. Moi, je suis parent. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'autres parents dans cette salle et nous savons ce que c'est. Donc, d'échouer, nous savons ça chaque jour. Alors, bon. Bon, nous sommes souvent, nous ne sommes pas à la hauteur. Mais je me rappelle ma fille qui voulait se présenter à son conseil d'école et son affiche... c'est que tout le monde aurait ce dont il avait besoin. Et j'étais renversé. Je me disais si je pouvais apporter ça donc dans mon milieu à moi. Si c'était donc le point de départ, que chacun ait ce dont il a besoin. Est-ce qu'on a du temps pour une ou deux questions? Non, excusez-moi, je ne vois pas. Ah, d'accord. Je ne sais pas où sont les micros, mais il y avait une ou deux questions donc du public afin de faire un dernier tour de table avec nos panélistes, peut-être. Mais honnêtement, avec l'éclairage, je ne vois pas ce qui se passe dans la salle, honnêtement. Là, alors, si... Oui, alors là, je vois quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce qu'on pourrait vous trouver un micro, là, parce que... Est-ce qu'il y a un micro, là, pour elle? Ah ben voilà, c'est très bien. Voilà, il y a un micro. Alors, ma question, bon, que je pose avec un peu de prudence, parce qu'on ne veut pas abuser des mots. Alors, nous parlons de réparation pour notre communauté. Je viens de communauté Anishinaabe, je pense aux communautés autochtones, communautés noires, communautés racisées. Où voyez-vous la place de la réparation dans l'avenir de la philanthropie? Écoutez, c'est une question fondamentale pour nous tous, nous toutes. Je dirais que pour moi et pour la Fondation, il s'agit d'un
passage du pouvoir et des ressources. Avant de venir à ce congrès, donc, nous avons fait des panels sur les subventions aux communautés autochtones et 95% de nos financements vont à des organisations qui sont dirigées par des autochtones. Ça, c'est fondamental pour que se fasse ce passage du pouvoir, pour corriger ce déséquilibre du pouvoir, parce que si nous ne parlons pas de pouvoir, je ne pense pas qu'on puisse parler de réparation de façon sensée. On sent qu'on parle de transfert de ressources et de pouvoir. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. C'est dans cette perspective que nous travaillons chaque jour et nous le faisons à partir de ce que nous disent les gens que nous subventionnons. Il y a des choses très fortes qui se font et il y a un grand espoir pour un changement à venir. Alors, nous parlons de pouvoir. Nous avons eu beaucoup de discussions dans notre équipe. Alors, parlant donc avec nos employés noirs, avec nos cercles autochtones. Alors, ça peut être absolument un peu banal, mais on en revient toujours à rien pour nous sans nous. Et nous avons vécu ça, nous, à la Banque TD. Et je dirais de façon totale. Et que nous en sommes arrivés à un point maintenant où nous reconnaissons que ça n'est pas simplement un problème, ou ça n'est pas insultant, ou ça n'est pas passé à côté, hein, lorsque nous prenons des décisions de subvention sans comprendre le fond de la question, l'impact qu'elles auront, et sans que les bonnes personnes soient autour de la table pour participer à la discussion. Alors, ça veut dire donc qu'il n'y a pas d'approche uniforme pour tout le monde. Donc, alors, il suffit simplement de cocher telle ou telle case, et alors, voilà, vous avez les critères qu'il faut. Non, non, c'est beaucoup plus nuancé. Jusqu'à ce que nous en arrivions à reconnaître le déséquilibre de pouvoir qui est encore plus grave pour les communautés qui ont besoin d'équité dans une structure de subvention. Non, il faut en arriver au point où nous vivions l'esprit d'inclusion et tout ce que cela signifie dans notre prise de décision. Et c'est ce sur quoi nous travaillons maintenant. Est-ce que je peux intervenir là-dessus très brièvement? Pour parler clair, la philanthropie elle-même doit devenir une forme de réparation. Alors, il ne s'agit pas de savoir comment nous allons nous développer comme secteur, non. Mais il s'agit de savoir comment nous utilisons. J'ai des collègues philanthropes qui sont à Villanueva et ils considèrent, lui, que l'argent, ça peut être un médicament, ça peut être une forme d'accumulation, ça peut être un mal. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on a dites là. L'écoute comme forme de reddition de compte. J'aimerais terminer sur une note positive. Alors, mais un tour de table très rapide à ce moment-ci. Qu'est-ce qui, pour vous, est une source d'espoir? Moi, je ne me sens pas seul. Et ça me donne espoir et la raison, c'est ce que j'ai déjà dit. J'ai maintenant une communauté de leaders de couleur et les personnes donc dans cette salle, vous savez qui vous êtes. Et pour moi, c'est porteur d'espoir. Je ne me sens pas seul. Alors,
c'est arrivé à d'autres étapes de ma carrière et ça, c'est quelque chose de très positif. Nous avons une communauté de pratiques que nous pouvons développer de différentes façons. Pour moi, ça me donne lieu d'espérer parce que quand je vois la passion, le niveau d'engagement, les visions du monde et la capacité d'agir concrètement, pour moi, tout ça a changé à cause de ces personnes. Il y a tellement de choses qui me font espérer. D'abord, j'aime ça, moi, être sur la scène, de toute façon, déjà, ça me donne espoir. Alors, non, il y a de l'espoir partout. Il s'agit de s'ouvrir les yeux pour la voir chaque jour, le voir tous les jours. Moi, je suis d'accord avec ça, oui. Je suis toujours motivé, je ne manque jamais de motivation, je suis constamment inspiré, j'ai conscience des changements incroyables que font les gens avec très peu de ressources. Donc, je suis très motivé par tout ce qui est possible quand on leur donne des ressources. Nadia? The professional answer. La réponse professionnelle, ce serait la mise en commun de différentes pratiques, de différentes théories, de nos différentes perspectives éthiques qui nous amènent à poser de nouvelles questions et à reposer encore de nouvelles questions, d'autres façons pour agir autrement. Et la réponse personnelle, c'est l'amour. C'est l'amour qui me fait espérer. Ouais, on devrait terminer là-dessus. On devrait terminer là-dessus. Rapidement, moi, ce qui me fait espérer, c'est que je n'ai pas les mêmes conversations aujourd'hui que j'avais il y a 2 ans ou 3 ans. C'est que les choses évoluent et ça me fait espérer. Merveilleux. Nadia, Sadia, Alicia, Hafiz, c'est extraordinaire. Alors, peut-être un mot de la fin, ça... Oui, veuillez applaudir tout notre panel. Merci pour une conversation stimulante qui va certainement susciter une réflexion profonde. Et en particulier, la conversation sur les compétences culturelles et son caractère indispensable pour motiver l'engagement dans ce genre de conversation et pour combler donc le fossé entre la parole et l'action. Une conversation aussi sur le fait de faire face à l'inconfort et d'ouvrir un espace. Alors, donc, merci. Merci pour cet échange. Pour ceux qui n'ont pas vu, je suis Sam Mallett, directeur général de la Fondation Rosé et vice-président de FPC. Alors, la Fondation Rosé est à Calgary. Pour nous, c'est l'occasion de rencontrer des gens de partout à travers le pays. Mais c'est surtout pour moi l'occasion de rencontrer des gens de Calgary que je n'ai jamais vus auparavant. Alors, mes amis de l'Ouest canadien, je sais qu'il y en a ici à l'arrière. Si vous voyez des gens de l'Ouest à la réception et qui ont les yeux un peu vagues, c'est que pour nous, il était 6 heures du matin quand la conférence a commencé, mais nous sommes ravis d'être ici et d'avoir ces conversations comme celles que nous venons d'entendre. Merci. Et à l'ordre du jour, nous avons maintenant la photo de groupe ou la photo de famille, comme on a dit. Donc, bon, nous faisons ces photos parce que c'est important pour nos mamans. Alors, quelle que soit notre maman dans cette métaphore, alors c'est juste en face de la rédaction, de l'inscription, donc au lobby. Et la réception va commencer à 18h45 dans la salle 520. 720.